Il y a à peine un peu plus d'un an, l'Europe et le monde entier subissaient la première vague de contamination au Covid-19. Cette pandémie a confronté les gouvernements, mais aussi les régions et les nations sans État à être au premier plan d'une crise sanitaire, économique et sociale. Dans la plupart des pays, les collectivités infranationales, régions ou communes ont été interrogées dans leur manière de fonctionner et dans leur rapport au pouvoir central. Alors, avec la fondation Co-Peters, nous avons décidé de réaliser une web-série qui se déroulera sur 2 semaines et qui est dédiée aux conséquences de la crise sur la démocratie et sur les régions européennes. J'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement à ce qui s'est passé pour des îles et pour des régions avec un statut d'autonomie comme la Sardaigne et la Catalogne, mais aussi d'interroger les conséquences de cette crise sur le fonctionnement de l'Union européenne. J'ai l'honneur pour le premier épisode de m'entretenir avec Vanda Mastor, professeure de droit public spécialisée en droit constitutionnel à l'Université Toulouse-Capitole. Vanda Mastor, bonjour. Bonjour. Alors, cette première question, selon toi, la crise sanitaire a-t-elle été l'occasion de remettre en cause l'organisation infranationale, c'est-à-dire au niveau des régions, des départements ou des communes, notamment en France ? Alors, je ne dirais pas remettre en cause, je dirais plutôt que la pandémie a relevé les failles de notre système institutionnel de manière particulièrement évidente. Donc déjà, de manière générale, il faut bien savoir que la santé, en tant que compétence, est une compétence de l'État. Les collectivités, comme tu dis, infra-étatiques, n'ont que des compétences de gestion, en fait, de santé publique. Ça, c'est une première chose importante à savoir. Ensuite, la pandémie a vraiment mis en évidence le fait que définitivement la France fonctionnait selon un système, on le sait, plutôt très centralisateur, mais qui là a particulièrement enlevé notamment aux régions les moyens d'agir comme elles le pouvaient. Alors même qu'elles ont été, de l'avis de presque tous les présidents de région, tels qu'ils se sont notamment exprimés lors du dernier congrès des régions à Paris, ont vraiment été un peu les capitaines dans la tempête, des gestionnaires de crise. Ils ont eu des rôles de prévention aussi, d'alerte, puisque avec une réelle solidarité, certains présidents de région qui pouvaient avertir d'autres régions de certaines évolutions de la pandémie, des rôles d'alerte, des rôles de gestion de crise, vraiment des rôles de super managers. Et le problème, c'est que cette pandémie a remis notamment les présidents de région, mais aussi les maires. On a par exemple beaucoup vu l'activiste d'un Estrosi, par exemple à Nice, a fait d'eux de nouveau des acteurs de premier plan. Or, ils sont à la fois acteurs de premier plan, mais corrélativement, ils n'ont pas les moyens adéquats. Et ça, c'est le problème sempiternel qu'a la France, c'est-à-dire c'est un État unitaire décentralisé, mais qui n'offre à ses collectivités territoriales, quel que soit leur niveau, leur degré dans l'échelon, de très faibles pouvoirs en réalité, même pas de pouvoir normatif, puisque les régions, pour ne citer qu'elles, n'ont pas de pouvoir législatif, elles n'ont qu'un pouvoir réglementaire qui n'est même pas autonome. Et très honnêtement, je pense que l'opinion publique, je peux me tromper, va retenir de cette pandémie beaucoup de doutes, hésitations de la part d'un État, parfois un peu autoritaire, et par contre des régions très actives, au plus près des citoyens. Et ça, ce n'est que la consécration du principe de subsidiarité, qui est inscrit dans la Constitution française depuis 2003, et qui, encore une fois, relève du bon sens. La réalité du terrain, combien de lits on a en réanimation, comment progresse l'épidémie, où peut-on ouvrir des centres de vaccination, etc. Personne ne sait mieux le gérer que les élus locaux, c'est-à-dire nos acteurs vraiment du terrain. Donc je pense que plus que jamais, cette pandémie a rappelé qu'il ne pouvait plus y avoir de rapports comme ça verticaux Paris-territoire. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'élus locaux prennent l'exemple notamment de l'Allemagne ou d'autres pays étrangers où, pense-t-il, la concertation s'est faite quand même dans de meilleures conditions. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a des régions ou même des îles, notamment autonomes, puisqu'on peut comparer avec la Corse qui n'a pas de statut ou de reconnaissance autonome, est-ce que tu penses qu'il y a eu une meilleure gestion de crise pour ces îles-là ou ces régions-là autonomes ? Alors malheureusement, mon honnêteté te pousse à répondre non, alors même que, en plaidant pour l'autonomie de la Corse, j'ai toujours pris pour exemple les États régionaux, notamment l'Espagne et l'Italie. Après, il faut faire attention. C'est facile de dire, je l'ai beaucoup lu, notamment de la plume d'un ancien préfet et membre du Conseil constitutionnel, c'est pas un problème structurel, c'est que conjoncturel. Beaucoup d'observateurs ont dit en fait les Allemands ont eu de la chance, je l'ai lu quand même sous la plume de beaucoup de commentateurs scientifiques. C'est vrai qu'il y a aussi une conjoncture particulière. Et par ailleurs, alors je ne suis pas du tout spécialiste de droit à la santé, mais je pense qu'il faut aussi distinguer la première vague des autres. Si on prend la première vague, ma réponse est clairement non. Ça a été assez catastrophique et beaucoup d'opposants aux formes d'États composés régionaux, fédéraux ont dit, vous voyez, les États régionaux ne sont pas un bon exemple. Pourquoi ? Parce que dans les États régionaux, alors les îles de ce point de vue-là n'ont pas un statut spécifique. Les îles, par exemple,
espagnoles, type les Canaries, les Baléares, ou les îles italiennes, type la Sardaigne et Sicile, n'ont pas vraiment, en matière de la santé, on va dire, n'ont pas plus de pouvoir que les autres régions. Donc je vais rester de manière générale. Au sein de ces deux États, pour ne prendre que ces deux exemples, ces régions ont des compétences exclusives, vraiment exclusives, c'est-à-dire des espèces de sphères dans lesquelles l'État central ne peut pas entrer. La santé n'en fait pas partie. Mais elles ont quand même une compétence forte en matière de gestion de la santé publique, pour lesquelles, si tu veux, les régions ont le droit d'adapter les normes nationales aux spécificités locales. Et là, la première vague a été assez compliquée. Mais de mon point de vue, le problème n'est pas vraiment structurel, institutionnel. Tu vois, il est conjoncturel, idéologique, parce qu'en réalité, voilà, je te donne un exemple concret. En Espagne, on a pour la première vague un ministre de la Santé socialiste qui vraiment a croisé le fer avec la présidente très conservatrice de la communauté autonome de Madrid. Donc la communauté autonome de Madrid réchignait un peu à fermer, un peu à isoler au prétexte qu'il ne fallait pas ralentir l'activité économique. Le sang l'a pressé un peu. Bon, résultat des comptes, ça a été assez violent. Ça s'est amélioré ensuite. Mais au départ, c'était vraiment, et beaucoup en ont profité pour dire, vous voyez, l'État régional, ça ne marche pas. Puisqu'en réalité, les régions qui sont censées être compétentes n'ont pas réussi à endiguer la crise et on a dû centraliser la question. Et il s'est passé exactement le même scénario pratiquement en Italie. En Italie, où donc les régions italiennes ont compétence pour gérer ça, et où très vite, et là c'est venu plus inquiétant, de l'Ordre national des médecins, on dit qu'il faut centraliser. Parce qu'en fait, les régions ne sont pas capables de s'occuper de la bonne diffusion des masques, des gels, et donc il faut que ça soit plus centralisé. Et pour finir sur cette question précise que tu m'as posée, il y a même eu 2 tribunaux en Calabre et au Latium qui se sont prononcés parce qu'il y avait eu des recours contre des obligations de vaccins contre la grippe classique pour les personnes vulnérables. L'initiative venait des régions. Et les 2 tribunaux ont dit non. Pour une question aussi importante, la décision doit revenir plutôt dans les mains du centre, de l'État central. Donc il y a eu dans ces 2 pays, après la première vague, une centralisation. Et malheureusement, certains en ont profité pour dire, voyez, l'autonomie des régions, ça ne marche pas. Et en réalité, je pense que quand même, il y a aussi beaucoup de conjonctures, notamment politiques, qui ont expliqué ce dysfonctionnement, qui d'ailleurs a plutôt été ensuite bien rattrapé. Mais voilà, donc pour répondre directement à ta question, non, ça n'a pas été un bon exemple, mais je pense que les raisons, très honnêtement, étaient un peu plus, idéologiques, politiques que structurelles. Et puis surtout, il y a eu un grand manque de concertation, puisque je te l'ai dit, souvent les partis politiques s'opposaient de la tête d'une région au ministère de la Santé, etc. Alors justement, dans les exemples que tu donnes, on voit bien que c'est d'autant plus difficile que les compétences sont parfois partagées. Même si, qu'il s'agisse de l'Espagne ou de l'Italie, ça peut être des compétences au niveau de la région, l'État a quand même son mot à dire, d'où les crispations et la possibilité aussi d'avoir un regard négatif sur la gestion qui a pu être faite à l'échelle des régions. Est-ce que pour toi, quand même aujourd'hui, on parle souvent du modèle des Länder allemands, est-ce que c'est selon toi un modèle qu'on pourrait quand même retenir, ou est-ce qu'il y a un autre modèle, un pays dans lequel ça a bien fonctionné, où on peut considérer que la démocratie a pu respirer, même en période de crise? Alors déjà, moi je peux répondre qu'en tant que constitutionnaliste, donc je ne sais pas quel pays a mieux géré la crise. Par exemple, pour te répondre, on a dit au début que l'Allemagne était vraiment, contrôler tout de manière spectaculaire. Je pense qu'on le dit un peu moins aujourd'hui. Les Américains, on a beaucoup ri au début en disant mais c'est tout simplement incroyable. Bon, ils ont déjà 20% de la population vaccinée, ils sont en train de reprendre un peu le cours de la vie normale, alors que nous, on en est loin. Par contre, pour répondre précisément à ta question, ce qui me fait un peu sourire, c'est de voir que beaucoup de personnes disent en fait voilà, il faut qu'on ait autant de pouvoir que les régions allemandes. Voyez comme ça se passe bien. Mais il faut toujours se souvenir que précisément l'Allemagne n'est ni un État unitaire décentralisé type la France, n'est ni un État régional. C'est un État fédéral. Les Länder ne sont pas des régions, ce sont des États, avec leur propre constitution, avec leur propre gouvernement, avec leur propre juridiction. Donc je pense qu'il n'y a pas un modèle préférable à l'autre. Je ne peux pas dire que l'Allemagne a mieux géré parce que c'est un État fédéral, puisque beaucoup de commentateurs, beaucoup plus spécialistes que moi dans le domaine de la santé, disent « mais en fait l'Allemagne ça a marché pour d'autres raisons que les raisons structurelles. Il y a eu des raisons conjoncturelles, politiques, on parle aussi de chance, etc. » Donc je pense qu'en réalité, le grand point positif de l'Allemagne, c'est tout simple. C'est qu'ils ont une réunion hebdomadaire entre la chancelière et tous les présidents des Länder, qui sont encore une fois des États. Donc c'est plus finalement une question de dialogue, de concertation, qui a cruellement manqué à la France, ça me semble évident. Il n'y a pas que la collectivité de Corse qui en parle, il y a tous les présidents de régions, mais aussi les régions italiennes ou les communautés autonomes espagnoles. Donc je ne sais pas quel est le pays qui a le mieux maîtrisé la crise qu'un autre. Ce que je sais, c'est que si l'Allemagne est montrée en exemple, je ne pense pas que ce soit parce que c'est un État fédéral, je pense que c'est parce qu'ils ont beaucoup insisté
sur le dialogue et la coopération, qui est d'ailleurs beaucoup plus dans leur culture peut-être aussi que d'autres cultures méditerranéennes par exemple. Bien, pour conclure, comment tu imagines la suite après ce qu'on a vécu et ce qu'on risque de vivre encore, ces tensions entre les différents niveaux de gestion, notamment pour les nations sans État, les régions et les peuples qui ont des désirs d'émancipation, d'autonomie ou d'indépendance? Déjà, comme tout le monde, je vis la période comme une espèce de parenthèse un peu cauchemardesque, avec l'espoir que ça finisse un jour. Mais pour parler de ce qui t'intéresse particulièrement, je ne sais pas où réside la solution. Ce qui est sûr, c'est que je suis animée de cette conviction-là, que personne ne peut mieux savoir ce qui est bon pour une région que ceux qui sont sur ce terrain. La réalité du terrain, ce n'est pas un argument factuel, c'est aussi un argument juridique. On parle beaucoup en ce moment en France de la possible future différenciation. Et en fait, la crise montre que la différenciation factuelle a précédé la différenciation juridique. On en fait tous les jours. Dire qu'à Nice seulement, il y a le confinement le week-end ou à Dunkerque et pas ailleurs, si ça, ce n'est pas la différenciation, je ne sais pas ce que c'est. Alors après, notre problème, c'est plus de savoir qui prend la décision. Est-ce que ce sont les autorités élues ou la préfectorale? Et c'est là où, évidemment, le problème devient un peu important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en régime représentatif, quand même, peut-être que le peuple a un peu plus besoin que les réalités du terrain soient mesurées par ceux à qui ils ont abandonné leur parcelle de souveraineté, qu'une personne élue par l'autorité centrale. Mais encore une fois, je pense que toutes les élus locaux ont besoin de beaucoup plus de concertation, de dialogue, d'être associés. Je finirai sur un exemple français. Depuis le début de la pandémie, tout le monde apprend donc ce que c'est qu'une agence régionale de santé. Donc on pourrait penser que la région est partie prenante intégrante. Pas tant que ça. Les régions se plaignent beaucoup. Elles ne sont pas non plus négligées, mais elles ne sont pas complètement associées. Ce ne sont pas elles vraiment qui copilotent tous les projets de ces agences régionales de santé. Et ça serait quand même quelque chose de tout à fait normal que les régions puissent beaucoup plus être partie prenante à tous les projets qui tournent autour de ces agences régionales de santé, dont on apprend en ce moment quand même leur importance vraiment primordiale pour la gestion de la crise. Très bien, je te remercie Vanda pour ton temps et tes précieuses réponses. Merci à toi.